Décryptage, Anne Kantner. Après la mort de 49 soldats maliens dans une attaque djihadiste vendredi dernier, et alors que le pays observe un deuil national de 3 jours, la ministre française de la Défense en visite sur place appelle à la patience. Le président malien, lui, a pris la parole hier soir pour la première fois depuis l'attaque du camp militaire d'Indelimane. L'attaque d'Indelimane, de Bolkessi, de Mondoro et toutes celles qui les ont précédées montrent la gravité de la situation que vit le Mali. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, dit le président malien, une guerre qui dure depuis des années. Mais les groupes djihadistes recrutent toujours et étendent leur zone d'action. L'armée malienne a-t-elle les moyens de faire face à cette menace ? La mission des Nations Unies au Mali et la force française Barkhane sont-elles enlisées au Sahel ? Bienvenue dans Décryptage. Deux invités pour mieux comprendre la situation qui prévaut au Mali. La présidente de l'African Security Sector Network. Bonsoir Niagale Bagayoko. Bonsoir. Et en ligne depuis Lyon, Mathieu Pellerin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste pour la région du Sahel à l'International Crisis Group. Pour la première fois depuis l'attaque de vendredi dernier à Indelimane et la mort de 49 soldats maliens, le président malien a donc pris la parole hier. Ibrahim Boubacar Keïta a lancé aux Maliens un appel à l'unité et à tous un avertissement sur la gravité de la situation. Cette guerre n'est pas une guerre rien que contre le Mali ou le Sahel. Elle est mondiale. Dans cet ordre mondial de sécurité, la mutualisation des efforts et des forces est capitale. La guerre ne concerne pas seulement le Mali, les échecs non plus. La base qui a été attaquée vendredi dernier avait été construite par des Français l'année dernière, financée par la MINUSMA, la mission des Nations Unies, et les militaires maliens présents sur cette base avaient suivi un programme d'entraînement de l'Union européenne. L'attaque d'Indelimane est-elle un échec pour tous ces acteurs, Niagale Bagayoko ? Oui, absolument. Je pense qu'il est important de le reconnaître et de le souligner parce que trop souvent, en effet, on met l'accent sur les difficultés rencontrées par les forces de défense et de sécurité africaines. On se trouve dans une situation où aujourd'hui, il apparaît nécessaire de repenser le cadre stratégique dans lequel les interventions de l'ensemble des acteurs sont inscrites, notamment de dépasser ce discours de la lutte anti-terroriste dont on vient entendre encore une mention, parce que le type de menace auquel on doit faire face au Mali est beaucoup plus multiforme. On se trouve face à des conflits communautarisés, à la multiplication des groupes d'autodéfense, à des groupes qui développent des stratégies insurrectionnelles, bien entendu des acteurs qui mènent une lutte à caractère djihadiste ou terroriste aussi. Mais il est absolument nécessaire de repenser le cadre stratégique d'intervention. Vous parliez des groupes d'autodéfense pour essayer de limiter l'extension et l'implantation des groupes djihadistes. L'armée malienne, soutenue parfois aussi par les Français de l'opération Barkhane, ont coopté un certain nombre de ces groupes pour les aider sur le terrain. Est-ce que ça vous semble une stratégie efficace, Mathieu Pellerin ? Jusqu'ici, ça ne l'a pas été, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les groupes qui sont sollicités ne le sont pas du tout sur une base inclusive. Ce ne sont pas l'ensemble des communautés ou l'ensemble des groupes armés qui sont sollicités. Ce sont quelques groupes représentant soit des intérêts politiques particuliers, soit des communautés particulières. Donc on a bien vu jusqu'ici que toutes les initiatives de cet acabit ont produit plus de problèmes que ça n'a résolu de solutions. C'est-à-dire que ça a exacerbé les tensions communautaires dans certains espaces. Je pense à Ménaka et dans le centre du Mali. Et jusqu'ici, voilà, il n'y a pas eu de processus inclusif pensé par l'État, appuyé par la communauté internationale de manière, je dirais, consensuelle et homogène. Donc, dans ces conditions-là, on ne peut pas imaginer que ces solutions vont produire des résultats. Il n'y a pas un exemple au Sahel où des stratégies de ce genre ont permis d'éradiquer le terrorisme. Ça n'existe pas. Alors l'attaque qui a été revendiquée, l'attaque qui s'est commise vendredi qui a été revendiquée par l'État islamique au Grand Sahara. Mathieu Pellerin, qui dirige ce groupe et qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui ? Alors, il est dirigé par Adnan Abou El-Sarawi, qui est un
un Sahraoui qui était au Moudjahou, qui ensuite a suivi au sein d'Al-Morabitoun et qui a fait scission d'Al-Morabitoun pour créer la branche de l'État islamique au Grand Sahara, il y a quelques années maintenant. Et c'est un groupe qui constitue à peu près la même base de population depuis 2012, un noyau dur, je dirais, composé en grande partie de populations Peul de la région de Tillabéri, mais pas seulement, et qui, par extension, a réussi à se développer dans le Gourma malien, et depuis maintenant plus de 4 ans dans la partie nord et l'est de Burkina Faso. Ils ne cessent d'étendre leur influence. Ils sont même en train actuellement d'étendre leur influence, je dirais, à la frontière Niger-Nigeria, au nord-ouest du Nigeria, dans la zone de Douchi et de Koni. Donc ils ont un rayon d'action qui s'est de plus en plus agrandi et une base militante qui s'est, je dirais, considérablement étoffée. Et pourtant, au moment de la construction de cette base militaire d'Indelimane, la force française Barkhane avait recentré ses forces sur cette zone pour éviter justement que l'État islamique au Grand Sahara ne s'y enracine durablement. J'imagine qu'au vu de ce que vient de nous dire Mathieu Pellerin, c'est un échec, Niagale Bagayoko ? Oui, bien sûr, c'est un échec, mais encore une fois, tout dépend de quel point de vue on l'envisage. Si on écoute les communiqués ou si on lit certains des comptes rendus du ministère de la Défense, oui, en effet, il y a un certain nombre de succès opérationnels. La force Barkhane peut se prévaloir d'avoir mis hors d'état de nuire plusieurs centaines de terroristes, mais la réalité est en effet que cette insécurité, cette conflictualité s'étend non seulement au Sahel, mais descend également sans doute vers les pays côtiers. Et c'est ça qui est très préoccupant, parce qu'on s'aperçoit que là encore, les instruments ont été pensés, conceptualisés pour être circonscrits à une zone relativement limitée, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment le caractère absolument transnational, transfrontalier de ces menaces multiformes, encore une fois, qui prévaut. Et une menace qui s'étend, on avait pu le voir il y a quelques mois avec l'enlèvement de 2 touristes français dans le nord du Bénin et la mort de leur guide béninois qui avait été assassiné. Le Togo qui avait dit aussi il y a quelques mois qu'il avait intercepté des groupes djihadistes. Dans ce contexte extrêmement tendu, la ministre française de la Défense est arrivée dans la région du Sahel hier. Florence Parly a fait escale d'abord à N'Djamena au Tchad où se trouve le centre opérationnel de la force Barkhane, puis à Ouagadougou au Burkina Faso où elle a rendu visite aux 200 membres des forces spéciales de la Task Force Sabre. Barkhane, c'est 4500 hommes sur le terrain. La France est-elle en train de s'enliser au Sahel ? Si elle n'est pas en train de s'enliser, en tout cas, elle ne peut pas se prévaloir d'un succès dans la région. Et d'ailleurs, le chef d'état-major des armées françaises l'a lui-même reconnu devant une audition au Sénat en disant que la lutte serait longue, contrairement à ce qu'on avait pu penser, et qu'elle nécessiterait beaucoup d'efforts avant qu'on arrive à atteindre les objectifs stratégiques qui sont au nombre de 3. D'abord, favoriser l'émergence des partenaires, qu'il s'agisse de la MINUSMA, mais surtout du G5 Sahel. Deuxièmement, de renforcer et de réformer les forces armées de la région, et notamment au Mali. Et troisièmement, de pouvoir retirer les troupes françaises. Donc on s'aperçoit que ces objectifs-là sont loin d'être atteints. Alors, il y a quelques semaines, le 30 septembre dernier, 2 autres attaques avaient visé le camp militaire de Mondoro et la base du G5 Sahel à Boulkessi, dans le centre du Mali, avec un bilan très très lourd là aussi, plus de 80 militaires tués. Un coup dur pour ce fameux G5 Sahel dont vous parliez à l'instant et qui peine toujours à se mettre en place. Pourquoi est-ce que c'est si difficile, Mathieu Pellerin ? Bon, c'est difficile parce que déjà, tous les 5 États n'ont pas les mêmes intérêts. Hein. On a tendance à parler du G5 souvent en disant que c'est le G3 plus 2, donc les 3 pays, on va dire, du centre du Sahara et puis le Tchad et la Mauritanie. Donc on va préciser ces 3 pays, c'est le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et, tout à fait, exactement. Et ces pays aujourd'hui, constituent, je dirais, le noyau dur du G5, mais avec je dirais toutes les limites que ça comporte, parce que jusqu'ici il y a eu très peu d'opérations qui ont été conduites, les opérations conduites ont été très peu probantes, et ces États continuent d'attendre les moyens qui sont promis par en particulier l'Union européenne
et la France et les différents partenaires européens. Je pense aussi qu'il y a aussi un hiatus entre les États nationaux du Sahel qui privilégient, je dirais, l'approche développementaliste du G5 Sahel et puis leurs partenaires européens et autres qui, eux, essayent d'insister beaucoup plus sur la force conjointe. Et ce hiatus, pour l'instant, n'a pas trouvé encore de véritables solutions. Et on voit qu'effectivement, c'est très difficile à mettre en branle et de faire avancer réellement ce G5 Sahel. En parallèle, la France et l'Allemagne travaillent en ce moment à la mise en place d'un autre mécanisme, le partenariat pour la sécurité et la stabilité pour le Sahel, donc le P3S comme on l'appelle. L'idée, c'est d'impliquer d'autres acteurs, de ne pas se limiter au G5 Sahel, donc le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad, mais d'impliquer aussi les pays de la communauté ouest africaine, la CEDEAO. Est-ce que c'est par manque de confiance dans le G5 ou bien, et pas ou bien d'ailleurs, est-ce qu'en plus, ça risque pas de compliquer encore la réponse en superposant des structures les unes aux autres, Nyagali Bagayoko? Vous donnez vous-même la réponse à la question, mais la question elle-même est importante à considérer. C'est-à-dire que au-delà de l'opérationnalité du G5, en effet, le problème est la superposition d'un nombre démultiplié de cadres d'intervention dans cette région. Mais il est important de dire que cette démultiplication des cadres existants ne date pas d'aujourd'hui. Il y a une carte qui a été faite par le service de cartographie de Sciences Po en 2012. Il y a déjà une douzaine d'organisations qui avaient mandat pour intervenir dans la zone. Et évidemment, contrairement à ce qu'on a pu penser au début des années 2000, où on a eu affaire à un processus de rationalisation, notamment autour de la CEDEAO, puis après dans le cadre de l'architecture africaine de paix et de sécurité, on s'aperçoit que chacune de ces structures non seulement a perduré, mais c'est elle-même dotée de moyens d'intervenir en matière de sécurité. Donc aujourd'hui, on parle du G5 Sahel, mais on peut aussi évoquer l'autorité du Liptako Gourma. On peut évoquer également l'UEMOA qui vient de faire état de son intention de mettre sur pied d'envoyer des contingents de ses États membres. Mais l'UEMOA n'est pas un acteur qui se réveille comme ça aujourd'hui en 2019. Depuis 2015, se prépare un processus pour renforcer les capacités de l'organisation. Donc pour revenir au point que vous évoquez du P3S, les questions qui sont souvent posées en Afrique, la question qui est souvent posée, c'est savoir, mais enfin, si on élargit le G5 Sahel aux États de la région, tout simplement, on se retrouve avec la CEDEAO. Donc, pourquoi avoir exclu la CEDEAO au départ? Pourquoi ne pas s'être appuyé également sur l'Union africaine? Moi, je pense que de toute façon, tous ces cadres existent et que ils vont continuer à exister, tout simplement parce que, comme le disait Mathieu Pellerin, les États ont intérêt, selon les situations, à mobiliser différents cadres. Peut-être même que la communauté, la Sensad, qui avait été créée par Kadhafi à l'époque, et qui fait partie de l'architecture africaine de paix et de sécurité, pourra par exemple être mobilisée par ses membres comme le Maroc ou comme l'Égypte qui pourraient vouloir reprendre pied au Sahel. D'autant plus qu'effectivement un certain nombre de ces pays peuvent être concernés, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants, c'est-à-dire que les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest pourraient avoir un intérêt maintenant direct à participer aux opérations ou en tout cas à superviser les choses et à voir comment ça se passe. Oui, absolument, c'est exactement ça. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, il est important aussi de repenser le dispositif au niveau continental et au niveau sous-régional et de ne plus s'inscrire dans la logique actuelle de l'APSA, donc de l'architecture africaine de paix et de sécurité, qui est une logique verticale qui va du Conseil de paix et de sécurité vers les communautés économiques régionales, mais peut-être de penser à un dispositif à géométrie variable qui mobilisera différentes organisations en fonction des menaces auxquelles il faut faire face selon le moment. Pour l'instant, en tout cas, on a l'impression qu'on n'en est pas encore là. De toute évidence, la ministre française de la Défense en a encore parlé hier et aujourd'hui. Le cœur, c'est la force Barkhane, donc 4500 hommes sur le terrain. Elle a expliqué, Florence Parly, que l'action allait se concentrer dans la zone des 3 frontières, donc qui concernent le nord-est du Mali, le nord du Burkina et le sud-ouest du Niger. Cette zone est particulièrement sensible, mais ça n'est pas la seule. Le nord du Mali aussi, le centre du Mali aussi. Est-ce que la force française, Barkhane et la MINUSMA ont suffisamment de moyens pour lutter sur tous ces fronts?
Alors, pardonnez-moi simplement, quand vous dites on n'en est pas encore là, on n'est peut-être pas encore là au niveau français, mais il est très important de ne pas négliger les réflexions qui ont lieu sur le continent africain. Par exemple, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a mené des débats récemment sur le rôle des forces étrangères sur le continent, ce qui est quelque chose de tout à fait nouveau et d'extrêmement important. Donc, des réflexions en cours. Pour répondre à votre question, je pense que tous les acteurs sont débordés par ce qui se passe. Donc aujourd'hui, il est nécessaire d'introduire une coopération, mais il est beaucoup plus facile de le dire que de le mettre en œuvre, et réfléchir à ce que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir la lourdeur des processus de décision et la lourdeur des mécanismes budgétaires, notamment, qui permettent de débloquer les moyens qui sont souvent promis dans les conférences internationales. Ça aussi, ça doit être intégré dans l'analyse stratégique. Alors pour l'instant, la question ne semble pas vraiment à l'ordre du jour, mais est-ce qu'on peut imaginer une solution sans accepter de dialoguer avec les groupes djihadistes, Mathieu Pellerin ? Écoutez, moi je pense que non. Je dirais l'une des illustrations les plus flagrantes, c'est que il y a maintenant un an et demi, la France, via Barkhane et les forces spéciales françaises, avait conduit une de leurs plus lourdes opérations dans la région de Kidal. Ils avaient décimé une partie de l'état-major de JNIM, le groupe dirigé par Iyad Agrali. Et à cette époque, on avait été un certain nombre à appeler pour un dialogue, et tout le monde nous avait rionné en disant que, de toute manière, le problème était en voie de règlement. Et le président français lui-même avait dit que le problème allait être réglé sous peu. Un an et demi après, le Sahel, si on prend les trois pays du cœur, donc Niger, Burkina, Mali, viennent d'enregistrer depuis le mois de juillet les plus lourdes attaques contre les forces militaires, et ça engendrait les plus lourdes pertes depuis 2013. Donc on est obligé à un moment donné de se poser la question du changement d'approche. Et le changement d'approche, et c'est là où ça renvoie à la question que vous posiez sur l'enlisement. L'enlisement voudrait dire qu'on peut plus s'extraire d'une situation, mais pourtant il y a certaines options qui n'ont pas été explorées, et notamment l'option du dialogue. Et je pense aujourd'hui que tous les signaux sont au vert pour entrevoir cette approche. D'une part, l'opinion publique sahélienne est de plus en plus favorable à cette option, et il suffit de se promener au Sahel pour voir que cette option rencontre l'adhésion des populations. Deuxièmement, tout le monde s'accorde sur le fait que la réponse militaire montre ses limites et qu'il faut intégrer d'autres options. Il y a des dialogues locaux qui ont déjà été conduits et qui ont été couronnés de succès. Je pense notamment au centre du Mali à l'initiative de Faso Dambéton, qui est une ONG, l'association locale, qui est parvenue dans le Massina à dialoguer avec les groupes djihadistes et à faire ensemble que les communautés locales s'entendent avec les groupes djihadistes après plusieurs années de combat. Et puis, sur le plan international, les États-Unis eux-mêmes dialoguent avec les talibans en Afghanistan. Alors pourquoi s'opposer vainement à cela au Sahel ? Je pense que l'argument selon lequel on ne parle pas avec ces gens-là ne tient plus. Donc une solution à aborder selon vous, Mathieu Pellerin ? Une solution à aborder, et je pense que, si vous me permettez juste de terminer sur ça, c'est effectivement une option à aborder, il n'y a pas de succès garanti, mais c'est une option à aborder si on est prêt à faire des concessions. Tout accord nécessite des concessions de part et d'autre, et il est évident que ça va avoir des incidences sur notamment la nature, ça aurait des incidences sur la nature des régimes au Sahel. Alors l'un des enjeux essentiels aussi sur ces questions, c'est la présence de l'État malien, l'absence de l'État, des services de base, le sentiment de marginalisation, tout ça, ça crée un ressentiment que les djihadistes instrumentalisent assez facilement. Sur Twitter, la ministre française de la Défense a indiqué que le retour de l'État malien devenait progressivement une réalité dans ces zones-là dont on parle depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est bien le cas, Niagale Bagayoko ? C'est difficile à dire. En tout cas, l'attaque d'Indeleman démontre que l'efficacité de ce retour est très relative, puisque justement l'installation de cette base était conçue comme l'un des symboles du retour de l'État dans la région. Mais on observe quand même quelques signes et effectivement un retour. Oui, absolument. Des efforts sont faits, y compris dans les cadres des programmes sociaux et de développement. Cet effort est fait. Mais tout ça prend du temps. Si je peux me permettre, c'est très banal de le dire, mais oui, il ne faut pas s'imaginer qu'avec une baguette magique, même à travers le dialogue, on réussira à stabiliser la situation en 3 mois. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Mathieu Pellerin, analyste à l'International Crisis Group, et Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Merci à toute l'équipe de Décryptage. Très bonne soirée à tous. À demain.